Merci de nous rejoindre sur Géopolis Télévision. Bienvenue dans Géopresse, votre magazine d'analyse de questions d'actualité, des questions politiques, mais aussi des questions économiques grâce à l'analyse des journalistes de Géopolis, ou même d'ailleurs, parce que c'est une tribune ouverte à la presse. Aujourd'hui, l'équipe affiche plus que complet. On a avec nous ici Dieudonné Boinali. Bonjour Dieudonné. Bonjour Patrick Ilunga. Voilà, Dieudonné Boinali qui est journaliste ici à Géopolis Forum, qui n'est plus à présenter, c'est un habitué de Géopresse. À ma droite aussi, dans mon mat, bonjour. Bonjour Patrick Ilunga. Voilà, dans mon mat aussi, journaliste ici à Géopolis Forum. On va terminer avec ma gauche. Bonjour José Junior Owawa. Bonjour Patrick, bonjour aux téléspectateurs de Géopolis Télévision. Voilà, José Junior Owawa, lui aussi journaliste ici à Géopolis Forum. Allez, on va dérouler le sommaire avec la guerre de l'Est. Des mesures importantes et radicales sont prises, notamment dans le secteur minier où le ministre Kizito Pakabomba a signé un arrêté qui classe au rouge certaines zones minières ou bien certains sites miniers dans la zone, ou bien dans les zones en guerre actuellement. Qu'est-ce que cela veut dire? Je poserai la question à mes invités. Au sommaire également, faudra-t-il parler de victoire? Le Parlement européen a sommé l'Union européenne de suspendre le mémorandum d'entente avec le Rwanda sur les matières premières. Nous parlera des matières rares, des matières stratégiques. Là aussi, nos invités pourront donner de la lumière. On va terminer avec ce qui est comme l'effort diplomatique pour mettre fin, en tout cas trouver une issue pacifique au conflit actuel en RDC. Les efforts se poursuivent, mais quelle chance donne-t-on à la mission de la Senko, bien du tandem Senko-ECC? C'est là le sommaire du jour. Bienvenue, bonjour à tous. Alors, messieurs, on va entamer directement avec le débat. José Junior Owawa, vous avez suivi comme tout le monde, vous, avec votre œil de journaliste, je suis sûr, vous avez un regard particulier. Le ministre des Mines a pris un arrêté, a signé un arrêté qui classe au rouge certains sites miniers dans les zones en guerre ou bien en conflit aujourd'hui. Qu'est-ce que cela veut dire pour les téléspectateurs qui nous regardent? Merci beaucoup Patrick, merci à tous les téléspectateurs de Géopolis de pouvoir de continuer à faire confiance à notre télévision. Et effectivement, vous avez suivi lors de l'émission Schéma critique analysée, présentée par Willy Kalengai, où on a reçu le directeur de cabinet du ministre, le directeur de cabinet adjoint, voilà, du ministre de Mines, qui a essayé un peu d'expliquer les motivations de cette décision qui se base principalement sur le fait que les zones, d'abord le territoire de Massissi, vous allez trouver les zones comme Rubaya, dans les Kaélé, dans le nord Kivu, dans le sud Kivu, Kalehe, voilà, ça passe. Et où vous trouvez quand même, il y a des rebelles rwandais, des rebelles congolais, on appelait les M23 et les FC, qui s'est présenté là-bas, et finalement on accuse ces deux groupes rebelles, ces groupes rebelles M23 et les AFC, avec tous ceux qui les soutiennent, de pouvoir opérer une exploitation systématique des ressources naturelles de la RDC. Et souvent, la zone d'exclusion, on appelle la zone, pour classer les pays dans cette catégorie, dans cette catégorie de zones rouges, il fallait qu'il y ait la présence de groupes armés non étatiques. Les groupes armés non étatiques, on le voit aujourd'hui, nous avons les M23, les bras armés de l'AFC, qui est l'aile politique de ce mouvement rebelle, dont ce n'est secret pour personne, parce qu'on parle d'un soutien effectif de l'armée rwandaise à cette rébellion. Et vous trouvez que dans ces zones, effectivement, il y a l'exploitation minière, notamment à Rubaya. Nous sommes dans le Massissi, dans la province du Nord Kivu, mais vous trouvez dans la province du Sud Kivu, Kalehe, qui a toujours connu ce problème-là d'insécurité. Malheureusement, aujourd'hui, la situation ne fait que s'empirer dans la zone. Selon les informations à notre possession, les rebelles avanceraient un peu plus
vers le sud du territoire du Sud Kivu, de la province du Sud Kivu, pour s'occuper finalement de l'aéroport, un peu tous. Bon, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce coin-là, mais je pense qu'aujourd'hui que nous avons cette réalité de choses, parce que vous savez aux côté du gouvernement congolais, il y a la décision de l'Union européenne qui a appelé à ce qu'il y ait des sanctions contre le Rwanda. L'Union européenne. Voilà, qu'effectivement, donc aussi pour parler exactement de votre question, il a fallu prendre une telle décision, mais la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est au niveau du suivi. Est-ce que la RDC, dans des zones occupées par la rébellion, comment peut-elle finalement assurer un quelconque contrôle dans ces zones-là? Parce que j'ai vu dans la motivation du ministre des Mines, il a parlé de mécanismes de suivi des contrôles, notamment exercés par la CIRGL, qui est la conférence internationale pour la région des Grands Lacs. Il a parlé de l'OCDE, l'Organisation pour le commerce international. Vous avez parlé aussi, il a parlé de l'ONU et au-delà du gouvernement congolais qui ont comme responsabilité de pouvoir vérifier, de certifier effectivement qu'il y a l'exploitation minière dans ces zones-là. Est-ce que je dis aujourd'hui dans les conditions actuelles, est-ce que le gouvernement congolais a à mesure de pouvoir vérifier effectivement que ce travail et s'il y a exploitation minière dans ce coin? On le sait que c'est un secret pour personne que les zones occupées par les rebelles du M23 et d'autres groupes rebelles et contribuent à cette exploitation illicite, parce que le problème dans cette décision, c'est de pouvoir lutter contre l'exploitation illicite. C'est une exploitation qui ne tient pas compte de la réglementation au niveau national. Mais aujourd'hui que ces zones sont réputées être contrôlées par la rébellion, est-ce que ces zones, notre gouvernement, le gouvernement congolais, est à mesure de pouvoir contrôler? Effectivement, aujourd'hui, nous sommes avec vous à Kinshasa, sur un plateau de télévision, dans une salle climatisée. Est-ce qu'on peut être en mesure aujourd'hui, un ministre qui se trouve à Kinshasa, de pouvoir vérifier que les minerais qui sont sortis de Rubaya, vous savez que dans cette partie du pays, il y a ce qu'on appelle l'enclavement. Et aucun minerai, dans aucun site, aucune zone d'exploitation minière ne peut fonctionner sans la traversée de ces produits ces produits extraits de ces mines puissent passer par le Rwanda, parce que le Rwanda mène vers le port le port de Dar es Salaam ou de Mombasa en Tanzanie. Dar es Salaam en Tanzanie, le port de Mombasa, c'est au Kenya. Et c'est la route principale par laquelle tous les minerais qui sont réputés être produits en RDC sont censés passer. Et si jamais le Rwanda ne contribue pas, le Rwanda ne coopère pas avec la RDC, et ces minerais sont déclarés comme étant produits au Rwanda, parce qu'à partir du Rwanda qu'on extrait ce minerai, qu'on vend ce minerai-là, parce qu'en RDC c'est un peu de la cafouillage, ça passe un peu partout. Mais est-ce que la RDC est à mesure aujourd'hui de pouvoir certifier que ces minerais sont sortis des zones qui sont contrôlées par les M23 ou par d'autres groupes armés, selon les décrets du ministre? C'est ça l'enjeu maintenant. On peut déclarer, oui, sur le plan de la posture politique, on peut donner le crédit au ministre qui donne quand même un coup de tonnerre, qui tord vraiment le cours maintenant à ce groupe rebelle. Mais est-ce qu'on sera en mesure de vérifier que ces minerais qui sont sortis de ce coin du pays, à Rubaya et dans le sud Kivu, est-ce que ce sont ces minerais on peut être en mesure aujourd'hui de certifier sur le marché international que ces minerais que nous détenons aujourd'hui sont des minerais qui sont extraits de Rubaya principalement, et dans le sud Kivu, dans les Kalehe, et principalement. C'est ça la difficulté. Donc la difficulté appelle à une autre question de savoir est-ce que la RDC était à même de prendre une telle décision. Était à même de prendre une décision si jamais on se dit qu'il n'y a pas une coopération internationale à ce sens. Voilà, belle entrée en matière, en tout cas pour vous résumer. Vous dites que c'est une bonne décision, mais une décision beaucoup plus symbolique plutôt que pratique, parce que dans la pratique, il y aura peut-être beaucoup plus de difficultés pour faire observer ça. D'autant plus que les zones ne sont plus contrôlées, en tout cas dans l'état de fait, par les forces gouvernementales. Voilà. Dans Moment, est-ce que c'est aussi votre lecture? Comment vous avez accueilli d'abord cette nouvelle? Est-ce que vous êtes aussi, on va dire, circonspect autant que José Junior? Merci Patrick pour la question. À mon humble avis, je crois qu'au-delà de la symbolique, comme l'évoquait tout à l'heure M. Junior, il y a aussi cet aspect de vouloir alerter. Oui. Regardez, aujourd'hui,
dans des pays comme les États-Unis d'Amérique, il y a un suivi qui est fait pour que s'assurer que le minerai, par exemple, que vous utilisez au finish par des grandes entreprises comme Apple et autres, il faut s'assurer que ces produits-là, ces minéraux-là, ne viennent pas de zones en conflit, puisque cela contribue à alimenter les guerres comme c'est le cas ici. Donc, en prenant cette décision-là, je crois que c'est aussi pour alerter, pour dire encore une fois, tenez, faites attention, nos minéraux sont exploités illégalement, même si ces minéraux peuvent être blanchis au niveau d'autres pays voisins, notamment le Rwanda, pour aller ailleurs. Mais attention, ces minéraux-là proviennent de la RDC dans des zones en conflit. Et rappelez-vous par exemple qu'il y a un rapport de l'ONU qui disait, il y a quelques mois, que juste pour Obaya, il y avait 800 000 $ que gagnait le rebelle dans l'exploitation des minéraux. Aujourd'hui, avec toutes les zones qu'il contrôle, je crois que nous sommes dans des millions et c'est là, ces millions servent effectivement à financer cette guerre. Et ce qui est aussi vrai est que pour que cette mesure-là soit efficace, il faut, comme le disait dans sa chute si bien M. Junior, il faut qu'il y ait une coopération au niveau international. Et ça, ce n'est pas acquis. Cette coopération-là n'est pas acquise pour le moment à la manière dont on voit les choses évoluer. On ne peut pas dire que toutes ces multinationales-là sont prêtes à refuser la manne qui leur est offerte, la manne de minerais, qui leur est offerte aussi facilement à un vil prix et dans des conditions où c'est eux qui imposent le prix comme ils le veulent. Donc il y a cette problématique-là de la coopération internationale qui va se poser. Mais sinon, que voulez-vous? Pendant cette période, au niveau de chaque ministère, au niveau de chaque personne, il faut prendre des mesures qui peuvent aider, mises ensemble, pour combattre, pour lutter au fait contre l'agression. Et je crois que cette mesure fait partie tout simplement d'un arsenal d'autres mesures qui ont été prises, qui doivent être prises pour nous organiser face à l'agression. L'agression, on ne va pas seulement nous battre avec le Rwanda en organisant notre armée, pas seulement en allant discourir dans des conseils de sécurité, mais il y a également d'autres mesures comme celle-là qui a été prise pour contribuer au fait à montrer à alerter le monde que la RDC est attaquée, que cette guerre a des visées avant tout économiques, bien que expansionniste aussi, selon plusieurs sources. Et je crois que cela tombe à point nommé et on ne peut qu'espérer, puisqu'il faut quand même remarquer, peut-être qu'on le dira en abordant d'autres thématiques, il y a quand même une certaine évolution dans la façon de voir les choses des Occidentaux ou des étrangers par rapport à cette guerre. Autrefois, il était par exemple difficile de qualifier le Rwanda des pays agresseurs. Il était difficile de condamner le Rwanda pour son implication dans cette guerre. Aujourd'hui, c'est chose faite. Je crois qu'avec le temps, les pays étrangers, les Occidentaux notamment, vont peut-être commencer aussi à se méfier ou à dénoncer clairement le trafic illicite de minerais de la RDC. Voilà, pour vous, vous pensez que c'est on va dire, une mesure salutaire parce que ça fait avancer la pression sur l'exploitation illégale des minerais, si j'ai bien résumé votre pensée. Dieudonné Bouanali, vous avez forcément un regard. Quel regard portez-vous sur cette mesure qui a été saluée, en tout cas ici en République démocratique du Congo? Vous, avec votre œil d'observateur et d'expert dans la question, quel regard pouvez porter sur cette question? Bon, je vais d'abord planter les décors sur cette décision du ministre. D'ailleurs, je félicite le ministre Kizito Pakabomba Kapinga Mounoumé pour avoir pris cette mesure, bien qu'elle est tardive.
Mais c'est quand même une bonne mesure. Pourquoi je l'ai dit? Kinshasa a beaucoup traîné pour entrer dans les fronts économiques. Le porte-parole du gouvernement nous a beaucoup chanté les fronts médiatiques, politiques, diplomatiques, militaires, communicationnels. Mais il y a un front très important qui semblait être oublié par notre gouvernement de la République. C'est le front économique. Au-delà des sanctions économiques dans divers secteurs de la vie nationale au Rwanda, par exemple dans le secteur du transport aérien, où le gouvernement a pris la ferme décision d'interdire le survol de son espace aérien, je pense que cette mesure devait être accompagnée par d'autres dans le secteur des mines, dans le secteur des hydrocarbures, dans le secteur même de l'enseignement, dans le secteur même au niveau des affaires étrangères. Suspendre par exemple l'octroi des autorisations pour entrer en République démocratique du Congo. Nous avons beaucoup traîné. Mais je reviens sur la décision du ministre. Pourquoi il a décidé de classer Calais dans le Sud Kivu, Roubaix dans le Nord Kivu, deux territoires parmi les 145 qui disposent de la République démocratique du Congo. Cette guerre que nous impose un des pays de la région des Grands Lacs, on cite les Rwanda, a des soubassements. Momat l'a dit tout à l'heure, vous avez des visées économiques et puis on parle d'une politique qui vise l'extension territoriale du Rwanda. Politique expansionniste. Expansionniste. Ouais. Mais revenons sur les visées économiques. Quand on déclare un site rouge en français facile, j'ai fait un petit texte, permettez-moi de le lire. Si un pays classe certains minéraux en zone rouge, cela signifie qu'aucun pays ou entreprise sérieuse ne voudra acheter ces minéraux provenant d'un site minier ainsi qualifié. En conséquence, ces minéraux peuvent être interdits d'exportation ou soumis à des restrictions sévères sur les marchés internationaux, rendant leur commercialisation difficile, voire impossible. Maintenant, il y a une question. Peut-on les tracer? C'est là où je rejoins José Junior Owawa. Il y a divers mécanismes de traçabilité. On parle de la certification CIRGEL. Il y a la certification au niveau national avec un bras technique du ministère des Mines qui est le CSE. Tout le monde sait que pour exporter des minéraux en République démocratique du Congo, il faut d'abord passer par les laboratoires du CSE et ses services dépendants. Cela fait référence maintenant à la traçabilité et à l'identification des minéraux. Il y a quelque chose que beaucoup de Congolais ignorent, même sur le plan externe. Chaque minerai a son ADN. La nature l'a voulu ainsi. C'est comme nous les humains. Moi j'ai mon ADN, mon matin a les siens, vous Patrick Ilunga et José Junior Owawa. Il est facile de prendre un échantillon de minéraux et d'en déterminer les familles, même l'origine. Les gens pensent que les minéraux c'est comme les pains. Vous pouvez venir voler les pains en RDC et aller les vendre sur le marché international où il est difficile de les tracer. Non, même les pains, on sait qu'il appartient à tel boulangerie. Voilà. Déjà pour les pains, on sait déjà identifier que tel pain appartient à X boulangerie à Kinshasa. Et à combien plus forte raison pour les minéraux? Je vais aussi ajouter quelque chose. Vous avez la parole, mais le minerai qui sort du sol, par exemple, comment savoir que ça ne sort pas de Kambové, mais ça sort de l'Urbaya, par exemple? Les minéraux qui proviennent de la région du Copperbelt sont connus. Les minéraux ont des origines. Ce n'est pas tout pays, parce que vous êtes un pays minier, que vous devez disposer de tous les minéraux qu'on retrouve sur les tableaux de Mendeleïev. J'espère que j'ai bien prononcé les mots. Nous tous, nous avons étudié aux humanités. On nous a enseigné dans les tableaux d'un célèbre chimiste, Mendeleïev, que presque tous les minéraux qui se retrouvent sur ces tableaux se retrouvent en République démocratique du Congo. Vous n'allez pas me dire que le Rwanda a les diamants, que le Rwanda peut vendre les diamants sur le plan international, les diamants de joaillerie ou les diamants industriels. Tout le monde sait que le Rwanda n'a pas de diamants. Tout le monde sait que le Rwanda, pour certains minéraux,
le Rwanda ne dispose pas de gisements à valeur bancable qui peuvent pousser une entreprise minière à venir s'y installer dans les pays des mille collines et passer à l'exploitation. D'ailleurs, même pour un gisement pétrolier, même pour un gisement minier, un investisseur vient d'abord faire des études pour voir les réserves. Parce qu'un investisseur sérieux ne peut pas se lancer à exploiter un gisement dont les réserves sont insuffisantes, qui ne vont pas lui permettre de rembourser son investissement. Ça, c'est une chose que je voulais rappeler. Je voulais dire aussi, le Rwanda, c'est un pays enclavé. C'est là où j'ai rejoint aussi José Junior Ewara. Au nord, vous avez l'Ouganda. À l'ouest, vous avez la République démocratique du Congo. Au sud, vous avez le Burundi. À l'est, vous avez la Tanzanie. Le Rwanda n'a pas accès à l'océan ni à la mer. Le Rwanda n'a pas de ligne de chemin de fer pour évacuer des tonnes et des tonnes de minéraux qu'elle lui-même produit, et d'autres provenant de la République démocratique du Congo via le siphonnage des minéraux. C'est le terme que j'ai emprunté à un célèbre géologue, je vais retrouver son nom qui nous est familier. Raphaël. Voilà, Raphaël, notre papa Raphaël. Le Rwanda fait le siphonnage des minéraux. Le Rwanda aussi producteur, mais pas au même titre, au même rang que la République démocratique du Congo. C'est le jour et la nuit. Maintenant, José Junior a dit ça sera difficile pour le gouvernement congolais d'appliquer cette décision. Moi, je dis non. Déjà, au niveau des pays occidentaux, je prends l'exemple des États-Unis. Le gouvernement américain est très strict en matière de respect des principes de diligence raisonnable et des sources d'approvisionnement en minéraux. Vous blaguez avec la loi américaine, que vous soyez une multinationale américaine, vous allez payer des milliards de dollars de sanctions. Je vous rappelle du dossier Glencore, qui avait été sanctionné aux États-Unis pour divers faits qui lui ont été reprochés. Même Apple tout récemment, après qu'elle a récemment, la justice, elle a dit que voilà. Avec les sous-traitants au Rwanda, XY. Vous avez vu avec la marque de la pomme, quand la RDC est allée ester en justice contre cette multinationale américaine, le fisc américain a mis son nez dans les dossiers, se disant il y a de l'argent, notre multinationale a violé des principes de diligence raisonnable en matière d'approvisionnement en minerais sur le plan international. Les produits qu'ils vendent sur les marchés portent le sang rouge, le sang des Congolais qui sont tués pendant l'exploitation de ces minéraux. Je reviens aussi sur les rapports des Nations Unies. Vous êtes sans ignorer que les derniers rapports des Nations Unies a révélé noir sur blanc que depuis l'occupation en avril 2024 de la mine de Rubaya, aujourd'hui il y a maintenant la mine de Calais, il y a au moins 120 à 150 tonnes de coltan qui sortent frauduleusement de ces deux territoires de la République démocratique du Congo. Une exploitation qui procure au mouvement rebelle l'équivalent de 800 à 1 million de dollars par mois. C'est énorme. Et les entreprises qui achètent, qui jouent le rôle des intermédiaires pour acheter ces minéraux, fruits de l'exploitation illicite Patrick Ilunga, on parle de Traxis, de Minterra et Sunrise. Si vous poussez bien les enquêtes, vous allez voir que ces entreprises se trouvent parmi les fournisseurs de la multinationale américaine Apple. Maintenant, cette mesure sera-t-elle appliquée? Moi, je dis oui. Mais il faudra la coopération de tous ces pays que j'ai cités, parce que ces minéraux passent par le Rwanda pour que ça se retrouve sur les marchés internationaux. Je rappelle, le Rwanda n'a pas de ligne de chemin de fer qui donne l'accès à la mer ou à l'océan. C'est un pays enclavé. Pour que ces minéraux aussi se retrouvent sur les marchés internationaux, il faut la collaboration du gouvernement tanzanien qui dispose du port de Dar es Salaam, un des grands ports en Afrique. Vous avez aussi Mombasa au Kenya. Vous allez comprendre pourquoi William Ruto s'intéresse beaucoup à la crise congolaise, parce que ces minéraux transitent en partie dans son pays et une partie est en Tanzanie. Mais je pense que cette mesure va atténuer les conflits. Je ne dis pas que ça va mettre fin à la guerre, mais ça sera un coup dur, parce que
Pour faire la guerre, il faut disposer des moyens financiers. financiers. Pour faire la guerre, il faut avoir des armes. Voilà. Les armes, on les achète à travers l'argent dont vous disposez. Cet argent provient de l'exploitation des mines. Voilà, j'ai retenu qu'il faut, bon, c'est une mesure salutaire, mais qu'il faut aussi la collaboration des pays de transit, dont le Rwanda. Des pays consommateurs, voilà. Des pays de transit, et puis des services étatiques aussi au niveau interne. Nous nous connaissons. Voilà. Et nous sommes un pays qui n'est pas à l'abri de la corruption. Vous savez combien gagne un Congolais lambda. Voilà, très bien. On va évoluer avec le débat. On va dire que le débat il est passionnant, mais le temps nous est compté. José Junior Roy, on va boucler avec ce sujet. Mais une question, est-ce que le fait de classer certaines zones comme zone rouge, ou bien certains sites comme sites rouges, ne va pas jeter l'opprobre sur l'ensemble de la production congolaise, par exemple? Non, parce que c'est certifié. Je voulais, avant de répondre à votre question, apporter pas de précision, enfin, mon commentaire par rapport à l'analyse pertinente des données. J'ai félicité la pertinence et la rationalité de son analyse et son argumentaire. Mais tout simplement, je voulais lui faire voir que si jamais, aujourd'hui, les soutiens, parce que vous savez, les relations entre la RDC et le Kenya ne sont pas forcément liées à la personne, du fait que les minéraux de la RDC transitent par la Tanzanie ou soit par le Kenya. Ça dépend des individus. Il y a de la sociologie politique dans ce débat, parce que aujourd'hui, quand Uhuru Kenyatta était au pouvoir, nous avions des relations diplomatiques entre les deux pays, la RDC et le Kenya, étaient des relations au beau fixe. C'est parce que vous savez qu'en 2019, le 24 janvier 2019, j'étais là à la prestation de serment de Félix Tshisekedi, le seul président africain qui était là, en tout cas le seul président d'ailleurs au monde qui était là, la remise de représentant Kabila et Tshisekedi, c'était plutôt William Ruto. Uhuru Kenyatta. Voilà, excusez-moi, Uhuru Kenyatta. Aujourd'hui, c'est le même pays, le Kenya, qui devient un peu dans une situation, dans une position ambivalente envers la RDC. C'est pas forcément parce que les minéraux de la RDC traversent par le Kenya, le Kenya. C'est aussi ce que j'ai parlé l'autre fois au cours de cette émission, que nous sommes dans une situation de la sociologie politique qui fait que le Uhuru Kenyatta appartient à quelle ethnie? À ce groupe ethnique qui est un peu répandu dans la partie est de l'Afrique, était Tutsi comme Paul Kagame, était Tutsi comme le président, comme le dirigeant de l'Éthiopie. Oui, William Ruto. Oui, Ruto est dans ce groupe ethnique. Alors, j'ai reçu un expert ici l'autre fois qui me parlait des grands projets qui seraient mûris dans cette constellation ethnique qu'on appelle les Tutsis. L'Empire Imatuchi. Effectivement, on parle de ça. Moi, je pense que c'est son empathie, sa sympathie plutôt envers la démarche de Paul Kagame, c'est beaucoup plus sur le plan affectif. Ce n'est pas forcément lié à des raisons économiques. Parce que s'il fait ça, ça aurait dû être le même comportement pour la Tanzanie. Vous avez cité qu'à l'Est, pour quitter le Rwanda, on doit aller d'abord à Tanzanie avant d'arriver au Kenya. Donc, vous voyez que c'est un faux débat. Je répondais à votre question. Vous dites que ça peut jeter l'opprobre sur l'ensemble de la production minière de la RDC. Je dis non. Les zones qui sont occupées aujourd'hui par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, c'est certifié aujourd'hui, c'est plus une question de secret. C'est plus un secret pour personne. Ce n'est plus un secret pour personne. C'est justement, ce sont ces zones que les ministres, je crois, dans les documents de l'arrêté du ministre, il a été spécifié qu'il s'agit de tels sites miniers, il s'agit de tels sites miniers. C'est cantonné, c'est localisé à un endroit précis. Il a même cité deux territoires, Massissi et Calais. Calais au sud Kivu, Massissi dans le nord Kivu. Effectivement, c'est ça que je parle. Mais moi, je suis dans tout ce qu'il a analysé, une belle analyse qu'il a apportée. Moi, de mon point de vue, il s'agit d'une valeur plutôt beaucoup plus symbolique. Parce que quand les minéraux arrivent au Rwanda, parce qu'il a dit que les sols sont certifiés sur le plan minéralogique, qu'on peut déterminer que les minéraux sortent de ce coin,
on peut aussi antidenter l'exploitation. On peut dire que ça a été exploité avant la guerre contre le M23 contre le gouvernement de Kinshasa. Je pense que ça a une valeur beaucoup plus symbolique que factuelle sur le plan opérationnel. Voilà, sur le plan symbolique, il y a aussi une sorte de pression diplomatique au niveau international, vous l'avez certainement suivi. Au niveau du Parlement européen, le Parlement européen qui a sommé l'Union européenne de suspendre le mémorandum d'entente qui fait parler, en tout cas en RDC, entre l'Union européenne et le Rwanda sur l'exploitation et la commercialisation des matières premières qui sortent de la RDC. C'est aussi un débat qui intéresse sur ce plateau, qui intéresse la population congolaise. Mais avant d'entrer dans le vif du débat, si on parle le même langage avec la régie, je vais demander d'abord de nous proposer le commentaire d'un parlementaire européen qui parle justement de victoire pour la RDC. Aujourd'hui au Parlement européen. Ça fait 2 ans qu'avec le PTB, notre groupe de la gauche, nous nous battons ici pour arrêter la coopération militaire entre l'Union européenne et le Rwanda, parce que le Rwanda joue un rôle actif dans les massacres, dans la guerre à l'est du Congo. Et aujourd'hui, grâce à la mobilisation, une majorité des députés européens ont voté en faveur d'un arrêt des transferts d'armes vers le Rwanda. Et deuxième victoire, ça fait 1 an que nous nous mobilisons pour que l'accord privilégié entre le Rwanda et l'Union européenne sur l'exportation des matières premières volées souvent au Congo, exportées en contrebande par le Rwanda, soit arrêté. Aujourd'hui, le Parlement européen vote pour la suspension de cet accord privilégié avec le Rwanda. Maintenant, la Commission doit nous écouter. La Commission européenne doit arrêter sa complicité avec les crimes de guerre en République démocratique du Congo. Voilà, retour sur ce plateau. En tout cas, le député européen semble vraiment optimiste. Est-ce que vous partagez le même optimisme dans le mat? Lorsque vous suivez sa chute, il dit maintenant la Commission européenne doit nous écouter. Mais on peut remonter en amont pour se demander déjà comment est-ce que la Commission européenne, avec toutes les informations à sa possession, a-t-elle pu aboutir à avoir un tel accord avec le Rwanda? Tant que tout le monde sait, on l'a dit et dit ici, il n'y a pas assez de minerais au Rwanda pour que l'Europe en soi puisse parvenir à avoir un accord comme celui-là avec le pays de Mille Collines. C'est vrai, sur le plan diplomatique, on l'a dit, c'est un succès pour la RDC et également pour toutes les personnes qui se battent pour la cause congolaise. Parce que vous vous rappelez par exemple du député Martins de la France qui a dénoncé haut et fort au niveau du Parlement français la complicité des Occidentaux dans le pillage, l'invasion de la RDC et qui a même responsabilisé la France. Il s'agit donc là d'un succès pour toutes ces personnes-là par rapport à l'agression qui nous est imposé par le Rwanda. C'est un pas qu'il faut saluer, mais comme on vient de le dire, il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire. On va maintenant regarder à la Commission européenne, voir quelle sera sa décision et si sa décision va dans le sens qui lui a été proposé par les députés européens qui ont voté à large majorité pour toutes ces décisions-là. Là, ça sera vraiment une victoire éclatante pour la RDC. Mais sur le terrain, il faut faire attention. Parfois, entre ce qui est dit en parole et ce qui se passe sur le terrain, ça peut être le jour et la nuit. On peut condamner. Surtout, voyez-vous, parfois, l'Europe évolue en tenant compte de l'opinion nationale ou de l'opinion au niveau du continent. Lorsque, aujourd'hui, avec toutes les dénonciations, c'est quand même gênant, ça devient gênant de soutenir à visage découvert le Rwanda. Ça, c'est un fait. Pour autant, on ne peut pas certifier que les Européens ont effectivement décidé de tourner le dos au Rwanda. Ça, c'est une autre paire de manches. Et là, ce n'est pas encore acquis. Voyez-vous, regardez, on peut remonter le temps lorsqu'il y a eu la traite négrière ou d'autres types de massacres organisés par l'Occident au niveau de l'Afrique. On a trouvé
de mots pour justifier cela, mais à un certain moment, au niveau des mêmes Européens, il a commencé à avoir des négociations lorsqu'il y a eu l'esclavage aux États-Unis et tout. Il a commencé à avoir des dénonciations. Mais pour autant, ce ne sont pas tous les Américains qui, d'un coup, ont mis fin à l'esclavagisme. Ce ne sont pas tous les Européens qui, d'un coup, ont mis fin à la traite négrière, à la colonisation. Et même si ils l'ont fait, ils ont changé. Ils ont changé tout simplement les systèmes. On a adopté des systèmes plus souples qui passent par rapport à l'opinion générale, mais qui en soi sont la suite au fait de ce qui existait avant. Donc il faut faire attention de ces points de vue-là. Et pour le Congolais, c'est à féliciter, c'est à encourager. Il faut continuer avec cette pression. Aujourd'hui, vous voyez par exemple sur le plan diplomatique, nous sommes devenus des écrivains, on écrit à gauche, Formule 1, on écrit à droite, NBA, on écrit partout. Il faut accentuer cette pression, puisqu'on a toujours parlé du changement du narratif, on a toujours parlé du fait que le Congo devrait renforcer son narratif vis-à-vis des pays occidentaux, ou du moins vis-à-vis du monde. Le Congo avait à renforcer ses arguments, le Congo avait besoin de renforcer sa présence, de démontrer à tout le monde en quoi elle est victime et de qui viennent cet état de choses. C'est ce qui est en train d'être fait, et donc il ne faut pas lâcher prise. C'est le moment d'appuyer sur l'accélérateur pour vraiment amener, du moins lorsqu'il y a même des condamnations, qu'elles soient symboliques ou pas, lorsqu'il y a déjà condamnation, c'est déjà quelque chose, mais en même temps, il y a des leviers à l'interne sur lesquels il faut aussi appuyer, et appuyer avec la même force, la même énergie, pour que nous puissions finalement parvenir à nous en sortir dans cette crise. Voilà, merci Don Max. Le député européen était très enthousiaste, vous avez apporté des nuances. Dieudonné Wanali, est-ce qu'on peut parler vraiment de victoire, comme le disait le député européen là, pour dire que maintenant on va suspendre le mémorandum d'entente et puis tout s'arrête? Bon, je remercie d'abord les députés européens. Je trouve en lui un certain élan de sympathie envers la nation congolaise. Oui. C'est ce genre de personnalités politiques à l'international, nous en avons connu. Et certains sont morts, comme Ludo Martins, vous vous rappelez de lui, à l'époque de Musée Laurent Désiré Kabila. Bon, moi, je vais parler des petites victoires sur les plans diplomatiques. Pourquoi je dis petites victoires? Nous avons gagné une bataille, mais pas encore la guerre. Vous savez, avec l'avènement de Thérèse Kouaïkamba Wagner à la tête du ministère des Affaires étrangères, les lignes bougent. Beaucoup de choses commencent à changer. Les Congos commencent petit à petit à être écoutés sur le plan international. Et surtout que l'ARI aussi a accompagné l'action du gouvernement. Vous vous souvenez des derniers événements à Kinshasa, les manifestations devant les ambassades. Maintenant, la balle est dans les camps de la Commission de l'Union européenne. Pourquoi je le dis? Le Parlement européen, en français facile, c'est comme notre Assemblée nationale et le Sénat. On dit souvent que le Parlement, c'est lui l'autorité budgétaire. Et le Parlement, c'est celui qui décide de la politique, qui réagit, c'est la politique gouvernementale. C'est lui le pouvoir législatif. C'est lui le pouvoir législatif. L'exécutif n'exécute. Là, je parle en portant la casquette d'un démocrate occidental. Les gens vont me dire, mais le Parlement chez nous décide, vote certaines lois, mais le gouvernement n'applique pas. Nous sommes en Europe. Je parle de la démocratie occidentale. Je suis en train de parler de l'Union européenne, où il y a un Parlement européen qui décide de tout sur le plan législatif, et la Commission européenne qui est l'équivalent d'un gouvernement européen qui exécute ce qui a été décidé au niveau du Parlement. Je ne vois pas la Commission européenne faire comme nous voyons en Afrique avec certains gouvernements africains,
ce qui a été décidé au Parlement, et puis on met ça dans les tiroirs, ou soit on jette ça dans la poubelle de l'histoire. Moi, je pense que nous avons gagné une petite victoire au niveau de l'Europe. L'Europe n'est pas constituée seulement du Parlement européen, il y a aussi la Commission européenne. Cela, j'ai dit dans mon introduction, la balle est maintenant dans les camps de la Commission européenne, parce que c'est elle qui a signé les MOU, les mémorandums d'entente, avec les Rwandais pour s'approvisionner en minerais, en oubliant que certains minerais proviennent des zones de conflit et précisément des sites miniers situés en République démocratique du Congo. C'est là où je me dis, l'Europe commence à attendre la voix du Congo. Mais il ne faut pas dormir sur nos lauriers, arrêter les combats. Il faut aller dans d'autres parlements, aller au Congrès américain. Au niveau de l'Union africaine, nous avons aussi un parlement. Aller aussi au niveau régional, sous-régional, à la SADC, à la CEAC, partout où c'est possible pour aller faire entendre la voix du Congo. Je sais que dans les jours à venir, nous allons avoir les résultats de cette victoire diplomatique que nous avons obtenue sur le plan international. On reprochait souvent au chef de l'État, à certains ministres, de toujours faire beaucoup de voyages, mais ces voyages-là, je vous l'ai dit, ces voyages-là ne nous rapportent rien. Voilà maintenant les premiers résultats, mais je dis ce sont des résultats mitigés. Le Trésor public a dépensé beaucoup pour financer ces voyages, que ce soit pour le président de la République, que ce soit pour certains ministres, que ce soit même pour le Premier ministre. À l'heure où nous parlons, la Première ministre est à Addis Abeba. Vous voyez déjà, elle est partie plaider la cause du Congo. Je pense que l'heure est venue, le moment a sonné pour qu'on puisse commencer à enregistrer les bénéfices de tous ces plaidoyers à l'international, de tous ces discours, de toutes ces rencontres. C'est le moment que les Congolais attendent pour enregistrer les dividendes politiques et diplomatiques de tous ces déplacements. Parce qu'au moment où nous parlons, il y a des gens qui continuent à mourir. Nous sommes à Kinshasa, dans un plateau climatisé, mais il y a des déplacés de guerre qui ont fait peut-être 2 jours, 3 jours, ils n'ont pas mangé. Il faut mettre vite fin à cette guerre, peu importe la voie que nous allons prendre, diplomatique, militaire, politique, et que sais-je encore. Voilà, José Junior, on dit que le pays qui va contrôler les minerais stratégiques aura la chance d'être peut-être la grande puissance de demain, du monde de demain. Pensez-vous que l'Union européenne va abandonner un si grand projet seulement pour la pression congolaise? Est-ce que c'est vrai ou bien c'est fait juste pour endormir l'opinion congolaise? Bon, J'aurais voulu répondre à cette question. Je partage effectivement les points de vue de Dieudonné et de Don, et qui ont effectivement donné des arguments pertinents concernant ce dossier. Mais moi, je pense que, de manière générale, c'est que les M23, je veux dire, le Rwanda a signé ces fameux mémorandums d'attente dont on parle un peu partout, un peu à travers les médias. Ça concerne seulement une partie de la RDC, qui est le Sud Kivu et le Nord Kivu. Alors vous savez qu'aujourd'hui, là où nous détenons plus de 60% des réserves mondiales, ce n'est plus dans le Nord Kivu, ce n'est plus ni dans le Nord Kivu, ni dans le Sud Kivu, c'est plutôt dans les Katanga. Nous sommes dans la province du Lualaba, où nous trouvons des minerais stratégiques comme le cobalt, qui servent aujourd'hui à la fabrication de voitures électriques et d'autres. Vous savez aussi que dans la province du Tanganyika, vous avez également aussi de minerais comme de l'uranium qui aurait servi à la fabrication de la bombe atomique qui a frappé le Japon. Moi, je pense que le lithium. L'uranium, oui, et le lithium également. Donc, vous voyez ça, l'ami de Chikolowe, je vois. Voilà, c'est ça. Donc, c'est dans les grands Katanga. Donc, c'est que les Européens ont pu signer avec le Rwanda. Ces mémorandums d'attente ne concernent qu'une partie du pays. Alors que cette zone-là, la RDC, c'est 2 345 000 km²,
qui ne représente pas, ce n'est même pas les 10%, peut-être à peine 10% du territoire national. Donc, alors que la RDC, avec vous, nous avons reçu un expert ici l'autre fois, un ancien ministre de la Santé, de Finances aussi, qui est du Maïnomé, qui nous dit que là aussi, il y a également des ressources. Donc, vous allez chez moi dans les Sankourou, chez moi dans les Haut-Tuélé, vous trouvez, il y a des minéraux un peu partout, bref, dans ce pays-ci. Donc, ça veut dire que au-delà de la valeur symbolique de la démarche de l'Union européenne, il faut aussi retenir le fait qu'il y a une partie effectivement de minerais de la RDC qui est exploité, qui sort du territoire national de manière on veut dire, frauduleuse. Mais cette démarche, ça permet effectivement de montrer, comme Dieudonné l'a dit tout à l'heure, que la diplomatie de la RDC à un certain moment a marché. Mais comme je l'ai toujours dit à travers votre émission, c'est la seule où j'ai la parole libre de pouvoir parler. L'autre fois, j'ai fait la police du débat. Je dis que toutes ces solutions, c'est beaucoup plus sur le plan de l'image, de la communication. Ce que la RDC attend, ce que la RDC doit devoir faire, c'est plutôt de matérialiser ce que le président a dit dans son discours, de pouvoir organiser une riposte vigoureuse et coordonner des actions militaires. Parce qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons avec vous, si nos informations sont certifiées, il y a une partie du Nord Kivu qui vient encore d'être occupée, au moins 1 kilomètre de surplus. Voilà, du Sud Kivu. 1 kilomètre de plus du Sud Kivu vient d'être occupé par les rebelles du M23 selon leur déclaration et selon les sources indépendantes que certains médias ont électionnées. Je voulais apporter une petite précision. Ouais. Cela ne veut pas dire que la M23 a déjà pris l'entièreté de la province du Nord Kivu, parce que dans la province du Nord Kivu, à part Goma, il y a d'autres grandes villes du pays comme Beni, vous avez Lubero, Butembo. Cette partie-là n'est pas encore occupée par la M23, elle est sous contrôle des forces royalistes. Avec ce que José Junior, mon estimé confrère, vient de dire, cela veut dire que la M23 vient de faire un pas de plus, mais dans une autre province qui est celle du Sud Kivu, qui est aussi une province minière. Il faut faire attention, leur implantation est calquée suivant les carrés miniers. Voilà ce que je voulais ajouter. Voilà, donc heureusement qu'il a lui-même corrigé par la suite. Je n'ai pas dit que toute la province du Nord Kivu est occupée par la rébellion du M23. Je vais tout simplement dire que pendant que nous avons des percées, certes diplomatiques, qui sont en train d'être enregistrées, jusque-là, on a parlé de la présence de la Première ministre à Addis Abeba pour parler justement du Congo. Ça fait longtemps que le président parle de ça. Ça fait longtemps aujourd'hui, dans ce plateau de télévision, ça faisait 12 ans que je me connais avec vous, qu'on a été dans d'autres plateaux de télévision. Personne ne pouvait oser à un certain moment de parler, même ici dans Géopolis, là où on a été il y a presque une dizaine d'années. Personne ne pouvait dire que c'est le Rwanda qui agresse la RDC et de citer même le nom de Paul Kagame. Aujourd'hui, ces choses sont faites. Je pense que c'est déjà, sur le plan de l'image, sur le plan de la symbolique, c'est une victoire déjà. Mais est-ce que ça change quelque chose sur le terrain? Je ne pense pas que c'est grand-chose, parce que d'autant plus qu'on venait de le dire tout à l'heure, qu'il y a au moins 1 kilomètre de plus de ce pays qui est occupé aujourd'hui par le M23 ou par l'armée rwandaise sous couvert du M23. Donc ce qu'il faut faire, c'est plutôt de voir comment est-ce qu'on peut juguler cette situation, parce que le président parlait de la riposte rigoureuse, n'excluant pas effectivement la démarche, la nécessité du fait que les forces négatives et positives de la RDC doivent se parler. Ce n'est pas pour rien que vous avez vu la démarche de la SENCO. J'étais dans la cité, on est de la cité également. Il y a beaucoup de gens qui en parlent. La SENCO, justement, c'est la thématique qui va suivre. Voilà, je n'empiète pas votre chronologie, mais tout simplement pour vous dire que cela, c'est sur le plan beaucoup plus de la symbolique, parce qu'on est tous ici d'abord du domaine de la communication. On a compris sur le plan de la projection, de l'image qu'on veut dire, on appelle ça l'image voulue, de l'image voulue du gouvernement. C'est bien, parce qu'aujourd'hui on parle que le Rwanda agresse la RDC, mais en même temps on occupe les territoires du pays. Ça veut dire que la réponse n'est pas seulement au niveau de l'image, la réponse doit être aussi au niveau de la tactique militaire, au niveau de la concrétude de ce qui doit être fait. Voilà, on a parlé de pression économique essentiellement, mais au niveau diplomatique, il y a aussi une grande pression, en tout cas pour sortir de ce conflit de manière pacifique. On voit qu'au niveau national, les clergés, ou bien les sangos comme on les appelle, les pères spirituels, comme vous voulez,
ont entamé une démarche, ils ont été voir le président de la République, ils ont vu les opposants, ils ont vu le président de l'Assemblée nationale, ils ont été même reçus par les rebelles. Maintenant, c'est dans les capitales des pays qui sont un petit peu partie prenante à la crise congolaise. Ils ont été au Rwanda avec le président rwandais. Donc maintenant, on va commencer avec vous. Quelle chance donnez-vous à cette mission pendant qu'on parle? Les rebelles avancent, justement, comme l'a dit José Junior tout à l'heure, mais il y a aussi les efforts diplomatiques qui continuent. Quelle chance donnez-vous à cette mission ECC 5? Je dois d'abord dire que cette démarche est différemment perçue au sein de l'opinion congolaise. Il y a ceux qui estiment que cette démarche plutôt est suicidaire et que c'est une erreur pour notre nation que d'avoir laissé ce qu'on appelle le père spirituel entreprendre une telle action. Et notamment le parti du pouvoir, l'UDPS, qui a pratiquement rejeté la démarche de la CENCO et de l'ECC. Mais on doit dire que chacun doit jouer son rôle. Ok? Chacun doit jouer son rôle. Les hommes d'église n'ont pas pour rôle, comme pour mission, de prendre les armes pour aller se battre à Kavumu, à Goma ou à Niragongo. Non, cela ne relève pas de leur mission de porter les armes physiques. Eux peuvent contribuer justement à cet aspect-là du dialogue. Et en ce sens-là, en ce qui me concerne, je trouve qu'ils sont en train d'accomplir l'une de leurs missions que l'on reconnaît d'ailleurs aux évêques. Regardez, même si dans votre famille, vous aviez un criminel mourant, un bandit de grand chemin mourant, vous appellerez, ça se fait depuis longtemps, vous appellerez le prêtre, vous appellerez le pasteur pour venir prier pour lui. Et vous implorerez même que votre frère bandit criminel là, qu'il se convertisse avant de mourir. Si, même si ce n'est pas totalement ça, mais si l'action de père spirituel s'inscrit dans cette logique-là, d'aller rencontrer même les gens qui nous ont fait du tort, je ne vois pas en quoi on peut le critiquer. Ils font leur travail, on doit demander à l'armée de faire également son travail, puisque en ce moment, vous l'avez dit, le prêtre sont en train de parler à toutes les parties prenantes. Le M23 et l'armée rwandaise sont en train de vouloir progresser sur le terrain. C'est à demander aussi à notre armée de riposter effectivement et d'avancer. C'est de demander au gouvernement de concrétiser, au président de la République, de concrétiser sa parole de la promesse d'une riposte vigoureuse et coordonnée. Il faut demander à chacun de jouer sa mission et ne pas confondre le jeu de rôle. La mission va-t-elle aboutir? Je crois que, vous savez, l'autre fois, je l'ai démontré que les hommes d'église ont joué énormément un grand rôle dans la résolution de plusieurs crises dans ces pays. Ok? Et donc, leur approche peut aider à quelque chose, mais cela n'est pas évident que ça va totalement résoudre toute la crise. Très bien, cela n'est pas évident que ça va résoudre toute la crise, on est bien d'accord. Dieudonné Boinali, vous avez suivi, c'est là, on va dire qu'il y a une grande controverse, en tout cas controverse dans la société congolaise, pour dire que non, les prêtres de la CENCO et les pasteurs de l'ECC ont trahi, en tout cas la démarche congolaise. Vous, quand vous regardez tout ce qui se fait, tout ce qui se dit, quel regard portez-vous à cette mission et quelle chance pensez-vous que cette mission peut avoir pour aboutir peut-être à une sortie pacifique de cette crise? Bon, moi je ne donne pas vraiment beaucoup de chance à la démarche des princes de l'église du Congo, composée de la conférence épiscopale nationale du Congo
et de quelques représentants de mon église protestante au Congo. Ouais. Moi, je ne donne pas la chance à leur démarche. Pour preuve, depuis qu'ils sont partis rencontrer le président rwandais Paul Kagame et les ténors de l'alliance AFC M23 RDF, les localités ont continué à tomber. Le cessez-le-feu décidé par les sommets conjoints East African Community et la communauté économique pour le développement des États d'Afrique australe, SADC, a été violé. Aussitôt signé ce cessez-le-feu-là, les hostilités ont continué sur les terrains. Et pendant qu'ils étaient en réunion avec les représentants de l'alliance AFC M23 RDF, les bruits de bottes continuent à résonner. Ça, c'est la logique de la guerre. Ah, Tant voilà. qu'il n'y a pas de choses concrètes sur la table, Voilà. on continue à se battre, on continue En à droit progresser. international, C'est ce que nous aussi, on doit comprendre. en droit C'est que international, les Congolais doivent aussi comprendre. On Voilà. ne peut pas interdire aux prêtres de faire ce qu'ils sont en train de faire, mais on doit plutôt j'arrive, vous allez comprendre. demander à l'armée de Maman, jouer vous son allez rôle. me rejoindre. Voilà. Vous allez me rejoindre. J'arrive. En droit international, on reconnaît un pouvoir supérieur qui est au-dessus des États. Quand vous avez signé un traité, un accord au niveau international, pour faire partie d'une organisation comme la SADC ou bien l'EAC, et ce qui se décide là-bas est exécutable et opposable à tous. Moi et vous, nous n'avons pas signé le communiqué final du sommet conjoint EAC-SADC. Nous avons lu noir sur blanc quelque part là, il est écrit « cessez le feu ». La réouverture de l'aéroport de Goma, la création d'un couloir humanitaire L'OMS pour que la communauté internationale, même les gouvernements congolais, les États amis, pour qu'ils viennent en aide à la population, aux déplacés pour ce qui est du qui ont, couloir, pour ce qui est qui ont du couloir- quitté les oui, maisons. pour ce qui est du couloir humanitaire, il Rien sera n'a ouvert. été fait. L'OMS a La guerre assuré. continue, mon mat. Oui, l'OMS a... Maintenant, je C'est voulais juste dire ceci. l'information. On est en train de chuter. Oui, c'est juste Je l'information. voulais dire permettre ceci. à Dieu de Moment, finir. j'aime bien vos analyses, mais ne faisons pas les historiens du temps présent. Dans ces pays, Et pourtant, et puis il est là. C'est un Congolais, je l'aime bien. Et de père et de mère. Il sait que dans ces pays, ce n'est pas la première fois que les princes de l'église, je ne parle pas de l'église catholique, je parle de tous les princes de l'église, que ce soit église kimbanguiste, catholique, protestante, je mets un peu de côté les églises de réveil parce que c'est une association récente. On connaît comment l'église de réveil est née au Congo avec Musée Haïdi Nabala, paix à son âme. Mais l'histoire de l'ingérence de l'église dans les affaires intérieures du pays commence avec les trois églises traditionnelles là. Vous vous souvenez de la conférence nationale souveraine gérée par le cardinal Mosengo Passigna, que nous avons aimé aduler ici de tous les temps pour son intelligence et sa Et sagesse. sa fameuse Mais- phrase, quand Vous c'est que les médiocres dégagent. savez, ça nous a abouti à la troisième voie et on attendait un Dieu premier de loi, ministre il faut- sortir de l'Issoral et puis c'était Faustin Birundois. Vous vous souvenez, non? Dans un passé récent, on devait organiser les élections en 2016. Pourquoi il y a eu des élections en 2018? Ce n'était pas l'œuvre de Écoutez, l'Église. les C'était plutôt contribuer à calmer la tension. les princes de l'église sont venus proposer au régime de Kabila que non, il faut dialoguer. Et puis, nous sommes partis au dialogue. On nous a produit le premier ministre Chibala et puis Sami Badibanga. Vous connaissez l'histoire, non? Maintenant, l'histoire se répète. Les princes de l'église entrent encore dans la danse. Vous croyez que ça va aboutir à quoi? Mais Dieu de Vous croyez que ça va aboutir à quoi? Pour moi, je me dis que toutes Le les président toutes les démarches Tshisekedi qu'on peut est faire, clair. Voilà. Est clair, on peut même nous balancer sa vidéo. Il a dit, tant que je serai ceci, je ne négocierai jamais avec ces mouvements-là. tout cela, C'est c'est parole bien, du président de tout la cela, c'est République. bien. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que Vous nous suivez- ne puissions pas continuer Écoutez, à vous tomber dans l'abîme? suivez aussi Corneille Nangaa et les autres leaders du M23. Ils disent quoi? Ils disent quoi? De leur démarche. Nous allons marcher vers Kinshasa. Maintenant, ce qui est mal dans cette démarche, c'est quoi? Kinshasa nous a donné l'image que l'AFC et le M23, ce sont des groupes terroristes, les supplétifs de Kigali, sous-traités par le RDF, l'armée rwandaise. C'est ce que Kinshasa, notre gouvernement, nous montre non, comme image.
Maintenant, au niveau de la AFC M23, eux, ils se considèrent comme des rebelles. Ils ont des revendications. Hein? À amener le jour où on va décider qu'il y ait dialogue. Que nous sommes des Congolais, nous avons certaines revendications à poser sur la table. Maintenant, la Senko, qui fait partie de la nation congolaise, se déplace, va là-bas. Il y a des concepts qui sont sortis comme ça. On a crédibilisé les combats de l'Alliance AFC M23 et puis on a congolisé leurs combats. Ça, vous le savez. Pas du tout ça. Aujourd'hui, la Russie a attaqué l'Ukraine. C'est moi je dis, je termine, je cite. Il n'y a jamais eu de couloir pour la diplomatie. Je cite. C'est pour cela, moi, je suis dans le groupe des gens qui demandaient la révision de la Constitution, non pas pour pérenniser quelqu'un au pouvoir, mais pour y introduire certains changements qui seront bénéfiques pour l'avenir de notre pays. Je pense... Et là où j'étais d'accord aussi dans ma tente de jeunesse avec Mobutu, quand il demandait à l'Église de ne pas s'ingérer de la politique. Je pense qu'il faut interdire aux pasteurs, princes des églises, les médecins, agronomes, ingénieurs, les personnels techniques de la nation, les professeurs d'université et d'enseignants de s'ingérer de la politique. Merci. Ça sera une bonne chose pour nous. Voilà. Parce que si nous tous nous devenons spécialistes de tout, mais ce pays ne va jamais se relever. Merci. Que chacun reste à sa place. Nous sommes des journalistes, non? Merci Dieu de On pouvait dire aussi, bon, l'INPC va faire la médiation de la crise congolaise. Nous sommes des journalistes, non? L'Union nationale de la presse congolaise, ce n'est pas une association moindre. Lorsque dans une famille, on pouvait dire aussi, nous allons apporter notre expertise pour tenter de ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo. On pouvait écrire, aller demander au président de la République, écrire et demander à Corneille Nangue, il allait aussi nous recevoir. Pourquoi nous ne l'avons pas fait? Écoutez, lorsque vous êtes dans une famille et que vous êtes en conflit avec le voisin, quel mal si l'un d'entre vous est en mesure à la fois de vous parler et d'aller parler au voisin, pourquoi ne pas lui donner cette chance-là? Vous avez vu leur sourire. Cela n'exclut pas. Écoutez, Mohamed, vous avez vu leur sourire. Tout est communication. Pour moi, j'ai dit. Moi, j'ai vu les princes de l'église. Oui. J'ai vu les princes. Donnez-moi 45 secondes. J'ai vu les. J'étais clair d'abord pour. J'ai vu les princes de l'église sortir de cette rencontre et tout sourire. Comme s'il n'y a pas eu 3000 morts à Goma. Vous avez suivi leur message de condoléances? Aucun. J'étais clair d'abord. Pour moi, j'estime que toute démarche pour amener à la paix est la bienvenue. Qu'elle vienne de n'importe qui. Mais en même temps, je dis que chaque compartiment, chaque personne doit faire son travail. On n'a pas interdit à l'armée, pendant que les prêtres sont là, on n'a pas interdit à notre armée de riposter. On n'a pas interdit au gouvernement de riposter. Ça, c'est une stratégie du gouvernement, on ne peut pas s'y ingérer. S'il vous plaît, okay. On va finir l'émission. À vos ordres, Patrick. Justement, merci beaucoup. José Junior, on va boucler avec vous. Il nous reste quelques secondes. Quelle chance donnez-vous justement aux princes de l'Église qui ont pris le courage en demain pour aller voir même ceux qu'on considère comme les terroristes, les ennemis? Est-ce que cette mission va aboutir à une solution pacifique à cette crise? Non, la question, la Géopolis Hebdo a répondu déjà que nous sommes déjà dans une impasse. On ne sait pas exactement où est-ce que nous allons arriver parce que déjà au même moment que la délégation de la Senko et de l'ECC était reçue par Corneille Nangue à Goma, il y a eu des affrontements dans le Sud Kivu notamment. Ça veut dire que la fragilité dont on a parlé dans le journal de ce matin, justement la fragilité de leur démarche est à ce niveau-là. Est-ce qu'ils parlent avec les bonnes personnes? Malheureusement pour eux, ils ont été voir Kagame, le président rwandais. Également, on a trouvé qu'au lendemain de leur rencontre, 24 heures après, on a appris la percée, ou soit l'activisme un peu renforcé de terroristes du M23 avec le supplétif qui sont les supplétifs, comme on a dit, on a toujours dit, de l'armée rwandaise. Je pense que c'est une démarche un peu plus ou moins fragile, d'autant plus que sur le plan politique déjà, ça a déjà posé un problème parce que on se disait que les simples faits d'avoir été reçus par le président, ils avaient la bénédiction de ce dernier. Mais en regardant, en suivant les communiqués de l'UDPS et la déclaration du ministre Mouyaya,
ces gens-là, les gens de l'Église, n'ont pas pu avoir le OK du président. Donc le président a toléré tout simplement du fait qu'ils aient pris l'initiative, parce que la présidence de la République parle, dans la dépêche de la présidence de la République, on parle d'une initiative de l'Église qui a demandé l'audience auprès du président pour être reçu et poser ce problème. Et c'est à ce moment-là que l'Église aurait proposé au président, aurait informé, fait part au président de son intention de pouvoir faire de son mieux pour rencontrer toute le parti. Aujourd'hui, cette délégation a pu rencontrer Corneille Nangaa. Il donné à parler de l'ambiance plus ou moins conviviale dans laquelle les échanges ont eu lieu. Ce qui a choqué. Oui, ce qui a choqué. Vous avez vu tous les commentaires des réseaux sociaux où les presse de l'Église, les évêques, tous les dignitaires de l'Église et l'ECC qui étaient là, le numéro 1 d'ailleurs de l'Église et l'ECC dans ce pays, se tenir debout pour recevoir Corneille Nangaa. Attaque qui? Bon, peut-être avec le chef de la rébellion, mais au moins les responsables, en tout cas l'homme fort justement de la zone. Donc ça pouvait s'expliquer dans le contexte dans lequel ils ont été reçus. Mais jusqu'à aller à traverser la frontière pour aller à Kigali rencontrer Paul Kagame, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Il y a beaucoup de commentaires dans ils ont poussé les pieds loin. Oui, mais j'ai rejoint plutôt l'analyse de Momat qui parle d'une évidence devant laquelle la RDC se retrouve aujourd'hui. Au même moment, la RDC refuse de déclarer la guerre de manière formelle au Rwanda pour mener une attaque au Rwanda parce que Kabila, le père, Moussa Laurent Désiré Kabila, a parlé d'une réponse possible de Rwanda le jour où la RDC pouvait mener des attaques justement sur le territoire rwandais. On a pris de certaines incursions à un certain moment de l'armée congolaise, et pas l'armée congolaise, de certains éléments de l'armée congolaise sur les sols rwandais, notamment à Gisenyi, notamment à l'aéroport, vous avez suivi, je ne vous apprends rien. Mais est-ce que nous sommes dans cette dynamique? La RDC ne déclare pas la guerre contre le Rwanda. La RDC refuse de négocier avec les M23. La RDC refuse de pouvoir... Tout la RDC refuse, mais nous sommes dans une situation où il y a ce que nous avons appelé dans le journal le blocage, l'impasse. Comment on en sort? Comment on s'en sort de ces espaces? Je pense qu'il y a la nécessité dans la chute du journal de ce matin. Nous avons parlé de la nécessité de réinventer le mécanisme, réinventer des solutions pour trouver la solution définitive à la crise. Parce que vous avez lu aussi dans ce même journal que ce matin, nous avons titré qu'il y a l'impasse. Parce qu'il y a une difficulté où le médiateur a titré du processus de Rwanda, Lorenzo, le président angolais, a jeté l'éponge, prétextant pouvoir se concentrer sur sa mission à la tête de l'Union africaine. Vous voyez, bon, si jamais nous n'avons pas le processus de Rwanda, de Luanda, le processus de Nairobi, et malheureusement, c'est ce processus auquel tous les sommets qui ont été tenus, notamment par l'Union africaine, par la SADC, par les EAC, par les Nations Unies, renvoient tout le monde à pouvoir négocier dans les cadres de ces processus-là. Maintenant que les médiateurs viennent de jeter l'éponge, comment on va s'en sortir? Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de mots, il ne faut pas avoir peur La de... 5 aussi et les CC vont jeter l'éponge parce qu'ils n'ont même pas pu obtenir une trêve d'une semaine. Ouais, donc, pour qu'on enterre nos compatriotes Patrick Ilunga dignement. Je conclue par là. Je conclue par là que nous sommes devant cette impasse dont a parlé le Géopoliste le matin. Je vois élection, je crois tout à l'heure, on a parlé du statu quo, abordant les sujets dans le même sens. C'est-à-dire qu'il y a une difficulté dans laquelle nous nous retrouvons et que nous devons regarder la vérité en face. Est-ce que ne pas négocier va aider que les choses puissent aller dans la bonne direction? Si négocier peut changer quelque chose, comme Mohamed l'a dit, je pense que je souscris à ces démarches, parce qu'au même moment que nous refusons de négocier, au même moment que nous refusons d'attaquer directement le Rwanda, au même niveau que la réponse promise n'est pas encore arrivée, en face, il y a des attaques, il y a des Congolais qui sont en train de mourir. Très bien, voilà. On va dire peut-être qu'il faut inventer ou bien réinventer la palabre africaine, on va dire ça comme ça. En tout cas, ça a été houleux, en tout cas, c'est mérité, il le fallait bien. Parce que le débat est déjà ambiante, déjà très houleux, déjà dans le chef de nos populations, des Congolais. Il faut le dire ça, on va le dire comme ça. Prince, c'est ici la fin du parcours. On va remercier l'ensemble des co-débatteurs, des débatteurs, des invités, José Julien Rowawa, Don Momat et Dieudonné Wanali. Vos analyses ont été pertinentes.
On va se quitter avec l'espoir de se retrouver la semaine prochaine et ce sera toujours avec le même plaisir. À la semaine prochaine.